Bienvenue dans Féminouï, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous avoir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la parole. On va parler communication, on va parler courage, on va parler de plein de choses, de pouvoir, de femmes, mais aussi d'hommes. Enfin, je voulais vous donner un petit aperçu de l'épisode et vous dire que les mots peuvent ouvrir des portes que nous pensions être fermées à jamais. L'idée de cet épisode, c'est vous dire que d'ouvrir la parole, c'est faire preuve de courage et que ça permet de se redonner du pouvoir. Selon une étude de l'OMS, environ 60% des personnes souffrant de troubles émotionnels ne parlent jamais de leurs problèmes par peur de jugement ou de stigmatisation. Et c'est là tout le sujet de cet épisode. Pour en parler, on a Malika avec nous aujourd'hui. Malika, je laisse te présenter. Écoute, dis ce que tu as envie de nous dire. Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Malika, je suis infirmière dans un lycée de Tahiti. Que dire de moi? J'ai 41 ans, je suis infirmière depuis 21 ans maintenant. J'ai fait pas mal de choses au niveau professionnel, j'ai pas mal bougé, j'ai bossé avec des adultes en France, en Suisse, en Polynésie où je vis depuis 17 ans, dans les îles aussi. Et puis, depuis quelques années, j'ai particulièrement travaillé auprès d'enfants et d'adolescents. Donc, que ce soit en milieu scolaire ou bien aussi en pédopsychiatrie. J'ai pu bosser en Suisse. Donc voilà. Sinon, je suis maman de 2 enfants, de 2 ados, 2 garçons de 16 et 12 ans. Et justement, en étant maman d'adolescents, je pense que le sujet te parle encore mieux que quiconque parce qu'en fait, quand on est ado, c'est compliqué de parler, c'est compliqué de parler de ses émotions justement. Quels sont les obstacles qui te viennent à l'esprit, qui empêchent les jeunes, mais aussi les moins jeunes, de parler d'eux? Le premier qui me viendrait, peut-être particulièrement ici à Tahiti, mais en Polynésie, je veux dire, mais aussi en France ou en Europe, ce serait parce qu'on sait pas le faire en fait, parce qu'on nous a jamais appris, parce que pour certains d'entre nous, on a vécu dans des milieux familiaux avec des parents qui exprimaient pas, et du coup, ça a jamais été notre normalité finalement. Donc la première chose, c'est qu'en fait, on sait pas le faire. Qu'est-ce qui peut empêcher de parler aussi? C'est la peur du jugement. Le regard de l'autre, qu'est-ce qu'il va penser si je dis vraiment ce que je ressens? Comment je vais paraître par rapport à lui? Est-ce que je vais passer pour une espèce de victime ou pour quelqu'un de fragile ou pour quelqu'un de faible? Donc ça c'est encore autre chose. Et puis parfois, quand c'est des choses qui doivent être dites et qui sont super difficiles à dire, il y a la peur de ce que ça va changer dans sa vie, des répercussions pour soi, pour son entourage, pour sa famille, et parce que ça peut aussi tout faire péter de parler parfois, et c'est pas simple. Donc en fait, si je résume, c'est quand même très lié aux autres tout qu'on fait. Complètement. Avoir du mal à s'exprimer, avoir du mal à parler de ses émotions, déjà parce qu'on sait potentiellement pas le faire, parce qu'on nous a pas appris à le faire. Mais aussi parce qu'on a peur de le faire et des conséquences qu'elles peuvent avoir. Complètement. Je pensais aussi à cette pression un peu sociale où on a ce truc de il faut toujours réussir dans la vie, il faut toujours être fort, vaillant, et ça peut être vu comme être faible, ou en tout cas être vulnérable de parler de ses émotions, de ces événements de vie qui nous ont peut-être troublés en tout cas. Qu'est-ce que toi tu as envie de dire à ce sujet? Sur la notion de fragilité, moi quand j'accueille les jeunes et que je sens que c'est lourd et qu'il y a des choses qui veulent pas sortir alors que
alors qu'on sent que c'est là et qu'il faudrait que ça sorte. Je passe toujours par, enfin souvent en tout cas, particulièrement chez les garçons d'ailleurs, par la notion du courage. Oser aller vers l'autre, oser aller parler, oser rencontrer parfois un psychologue, c'est pas une notion de fragilité, quoi. Ça demande plutôt du courage d'aller chercher en soi ce qui est difficile, de réfléchir, de se remettre en question, de repenser à des souvenirs douloureux, à des traumas, et puis de les dire, quoi, d'oser les sortir de l'intérieur de soi-même et de les exprimer à quelqu'un. Moi je trouve que ça c'est faire preuve de courage, c'est hyper difficile en fait cette étape-là. C'est exactement ça, tout qu'on fait, c'est peut-être l'étape la plus difficile d'oser parler. D'oser parler, clairement. Et puis, ça m'arrive souvent aussi quand ils rentrent dans la pièce, dans mon bureau, ils commencent à parler quand c'est des choses qui sont vraiment lourdes et on sent que c'est serré, quoi. Mmh. On sent que la gorge, elle a mal, que ça reste là, que les larmes, elles seraient pas loin, mais c'est tellement serré dans la gorge que ça veut pas. Et puis il y a la discussion qui vient, la mise en confiance, et puis il y a les mots qui sortent. Et quand on a bien discuté, que c'est sorti et tout ça, je leur dis: «Elle est comment maintenant ta gorge?» Elle dit: «J'ai beaucoup moins mal». Et ça c'est top parce qu'il y a le corps aussi qui imprime des choses quand on veut pas parler. On a mal au ventre, on a mal à la gorge, on se sent crispé, on se sent comme enfermé dans son corps. Et le fait de pouvoir libérer cette parole-là, on libère aussi son corps, quoi. Ça me fait penser justement à une étude que j'ai vue qui dit que des personnes qui partagent leurs émotions ont des niveaux de cortisol, donc qui est l'hormone du stress, plus bas. En fait, c'est complètement, comme tu dis, c'est complètement scientifique. Tout qu'on fait, ça fait du bien au corps. Ça fait du bien à la tête, mais ça fait aussi du bien au corps. Est-ce que toi, tu as justement un exemple d'un ado ou d'une adolescente ou peu importe, enfin de quelqu'un que tu as rencontré, qui a eu du mal à parler et où tu as vu une évolution comme tu me disais là, notamment avec cette gorge nouée qui se dénoue, mais vraiment un avant-après pour que on puisse peut-être souligner aussi les avantages de libérer cette parole. Oui, des exemples, il y en a beaucoup. Après, un qui me revient particulièrement, c'est un sujet un petit peu lourd, hein, une jeune fille, je dirais presque une jeune femme, hein. C'est une jeune femme que je voyais régulièrement, qui avait beaucoup, beaucoup de mal à s'exprimer, qui était très, très inhibée, réservée et qui avait du mal à s'exprimer sur n'importe quel sujet, même des sujets de la vie quotidienne, hein. Et il y a une mise en confiance qui était nécessaire, mais qui a été quand même super longue. Et puis à un moment donné, ça a pu lâcher, quoi. Et elle a pu exprimer qu'elle avait été abusée par son père, en fait, dans l'enfance. Hem, donc pourquoi ça a été si compliqué pour elle de parler? Pour plein de raisons. Déjà parce que son estime d'elle-même était tout en bas, parce qu'elle avait pas pu se construire, normalement, en tout cas de manière saine, parce qu'elle avait peur que tout éclate, elle avait peur du regard des autres et puis se présenter aussi comme ça, c'est la peur de se montrer en tant que victime et ça, c'est toujours hyper compliqué. Et puis oui, elle avait peur de faire éclater le noyau familial, hein, parce qu'à partir du moment où des choses comme ça sont dites, c'est des choses qu'on va pas taire derrière parce qu'il faut que ce soit exprimé pour que ça puisse aussi s'arrêter. Et donc c'était hyper compliqué pour elle. Je l'ai revue plusieurs fois par la suite. Alors c'était un gros travail, hein, tout n'est pas libéré, tout n'est pas parfait encore parce que derrière, en effet, il y a des répercussions, dans les relations avec les frères et sœurs, dans les relations évidemment avec le père, mais aussi avec la mère. Comment cette parole, elle est entendue, comment elle est acceptée, comment elle est reçue. Et puis, il y a tout ça derrière qui est dur. Donc elle est pas, c'est pas fini son chemin. Elle est en train de le faire, elle est en train de passer des étapes, elle est en train de se construire. Il y a des fois ça va très bien, il y a des fois ça va moins bien. Mais maintenant elle parle. Et c'est-à-dire que quand elle va pas bien, elle vient, elle explique. Et elle arrive à mettre des mots sur ses émotions, chose qui était pas possible avant. Elle arrivait plus à suivre à l'école, elle continue maintenant. Elle atteint ses objectifs. Donc c'est une vraie, vraie belle évolution.
Et ça, c'est super de voir ça au travail. Moi, dans mon métier, ça, c'est des moments magiques qui restent des années dans ma mémoire, quoi. Donc en fait, si je comprends bien, la notion des autres qu'on fait, elle a beaucoup d'importance. Quand on a du mal à parler, tu me parlais de la peur de jugement tout à l'heure, mais il y a aussi cette culpabilité qu'on peut avoir, cette peur de l'avant-après. D'ouvrir la parole, c'est de se dire mais qu'est-ce qui va se passer après? Quelles vont être les conséquences de tout ça? Complètement. La culpabilité, elle a toujours une part énorme dans toute situation. Là, je parlais d'un sujet qui est un peu lourd, c'est le sujet de l'inceste. Après, il y a d'autres violences intrafamiliales. Il y a des choses moins lourdes parfois. Enfin, moins lourdes, c'est pas une question de peser ces difficultés-là. Mais la notion de la culpabilité, elle est toujours présente. Il y a quand même toujours une notion de est-ce que ça va faire du mal à l'autre? Est-ce que c'est ma faute? On a beaucoup de jeunes nous on utilise le terme qui se sont parentifiés, c'est-à-dire que on leur a donné un rôle de parent alors qu'ils auraient dû rester enfants, et ça c'est très fréquent, et particulièrement chez ces jeunes-là qui ont été parentifiés enfants, la notion de culpabilité et de responsabilité, elle reste lourde pendant très longtemps. Donc ne pas dire pour pas blesser les grands-parents, pour pas blesser les parents, pour continuer à protéger les frères et sœurs, c'est une notion qui est difficile. Et ça a des conséquences du coup sur les autres certainement, mais tu le disais, ça fait du bien. C'est une évolution, ça veut pas dire que de parler, ça va être le jour et la nuit et que tout de suite tout ira mieux, mais en tout cas, ça permet, j'ai bien aimé ce que tu disais, ça permet d'être libre de ses propres choix. Enfin, je sais plus quel terme tu as employé, mais en tout cas de se dire ok, je choisis et je choisis pour moi, pour ma vie. On y venait et donc on est revenu un petit peu sur tout ça, mais on y venait. C'est important aussi peut-être de souligner tous les comment dire tous les avantages à exprimer cette parole parce que c'est compliqué de le faire, donc c'est courageux de le faire, mais ça a beaucoup d'avantages. Est-ce que tu as d'autres exemples justement comme cela? Ouais, j'en ai un qui est assez frais, qui est assez récent, sur un jeune homme qui a eu des difficultés. Je connais pas exactement ses difficultés familiales. Il est pas rentré dans les détails. Il y avait déjà un suivi qui était en place par les services sociaux, etc. Mais c'est un jeune qui est super chouette, hyper intelligent, mais qui avait des vrais problèmes de comportement en lien avec son histoire et puis en lien avec des difficultés qu'il avait lui de manière personnelle, individuelle. Et suite à certains conflits qu'il a eu au niveau du lycée, on s'est vu assez régulièrement. Bon, enfin assez régulièrement, 3-4 fois dans l'année, pour justement qu'il puisse exprimer, qu'il puisse ouvrir ce qui était difficile pour lui. C'est quelqu'un qui avait du mal à supporter la frustration, par exemple. On a pu parler autour de ça, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des séances, il s'est ouvert, quoi. Et ça me fait penser, voilà, quand tu parlais là juste avant, l'ouverture de la parole, en fait, oser dire les mots et les sortir de soi-même, c'est aussi prendre conscience de qui on est et de ce qu'on a à dire, mais surtout de qui on est. Parce que parfois on est complètement paumé, on sait pas. Et en fait, de dire les mots, c'est poser cette réalité-là de oui, il m'est arrivé ça à moi, c'était bien vrai, ça s'est passé, et de le dire, bon bah ok, c'est là, je l'ai dit. Je l'ai pas inventé, c'était pas des fausses mémoires, c'est vraiment ce qu'il y a, quoi. Donc là, je suis perdue, je ne sais plus ce que je disais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis et ça me fait penser justement, enfin quand je faisais mes recherches pour cet épisode, il y a ce truc de cette crise identitaire qui est quand même très présente à l'adolescence où on se découvre en fait, on est vraiment en train de créer notre identité et quand on n'arrive pas à s'exprimer, donc on n'arrive pas à clarifier ses pensées, à comprendre quels sont nos objectifs, hein, qu'est-ce qu'on souhaite, qui on est, tout qu'on fait. Et c'est compliqué ensuite dans la vie adulte en fait. Ça nous suit, je parle en connaissance de cause. Dans la vie adulte, on doit tout qu'on fait essayer de traiter tout ça parce qu'on l'a pas traité à l'adolescence, parce qu'on a eu du mal à trouver son identité adolescent, quoi. Complètement. Et puis pour en revenir au jeune homme,
Voilà, je l'ai vu il y a quelques jours là, et puis l'évolution elle est juste géniale parce qu'il est en train de passer son bac, il sait déjà qu'il va aller à l'univ. Il me dit de manière très nette, sans que je lui demande rien, qu'il est clean et qu'il a plus du tout touché à la consommation de drogue, d'alcool, etc. Et que ses objectifs sont clairs, quoi. Et ça, c'est lui qui a fait ce travail-là, mais le fait qu'il ait le courage de se faire un petit peu accompagner et d'oser dire les choses de manière très authentique et d'accepter aussi que parfois quand il disait les choses, en face il y avait peut-être quelqu'un qui était pas forcément d'accord avec lui, mais qui lui faisait remonter que ok, prends conscience quand même de ça dans ton comportement. Ouais, c'était chouette, et en fait c'était chouette dans la relation à deux, c'était chouette pour lui et c'était super chouette pour moi aussi de voir comment ça avait évolué tout ça. Donc en fait, les avantages aussi qu'on fait à ouvrir la parole, c'est justement c'est renforcer des relations, c'est avoir peut-être un peu plus confiance en l'humain et créer des relations plus authentiques, un peu plus fortes, quoi. Complètement, même ça peut être dans les relations amicales, hein, ça peut être quelque chose qui nous a blessés d'une de nos meilleures amies, et puis ça reste, c'est lourd, on a mal au ventre, on se dit ah ça m'a pas plu, et puis il y a un jour on se dit bon ok, si c'est mon amie je vais pouvoir lui dire, on verra bien comment elle va réagir, et puis en fait en face on a juste la réaction qu'on espérait, quoi. Et puis quand c'est comme ça, la relation amicale elle va que dans le bon sens, ça évolue vers quelque chose d'hyper authentique, d'hyper beau finalement. Comme tu disais, hein, l'humain, à partir du moment où on arrive à communiquer, à accepter l'autre dans ce qu'il dit, dans ses émotions, parce que l'émotion qu'on a, c'est pas forcément l'émotion qu'a l'autre, mais d'accepter l'autre dans cette différence-là, et de lui laisser la possibilité de parler et de s'exprimer, c'est que du bonheur derrière, quoi. Ça me fait penser aussi à cette notion de, tu sais, parfois les personnes ont peur de parler parce elles ne savent pas le faire, comme tu le disais en début de cet épisode, et donc elles se disent qu'elles vont mal le faire. Donc, c'est un très bon exemple. Tu as envie de le dire à ta copine, mais tu dis que tu vas certainement pas le dire comme il faut et que ça va lui faire du mal et que ça va envenimer la situation. Donc, en fait, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui se disent ouais, mais si je le dis, je vais certainement mal le dire. Alors, moi, ce que je dis aux jeunes quand ils me disent mais madame, j'arrive pas à trouver les mots, je leur dis mais balance-les les mots, on s'en fiche, moi je t'aiderai après. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que moi je sois dans une posture d'écoute complète. Il faut pas que j'ai de jugement, il faut que je sois vraiment dans la bienveillance, et à ce moment-là, ils arrivent à les poser. Moi, j'ai envie de dire de toujours commencer par le jeu. On appelle ça avant on disait la communication non violente, maintenant on dit la communication bienveillante, pardon. Au lieu de commencer la phrase par tu la commences par je. Je me suis sentie triste quand t'as pu faire ça. Je me suis sentie en colère quand t'as pu dire ça. Et c'est jamais perçu de la même manière parce que à ce moment-là, on parle de soi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons là que tu vois qui te paraissent importantes de souligner sur le pourquoi c'est justement important de parler? Ça me paraît tellement important pour tout, moi, en fait. Parce que pas dire, c'est continuer à porter des choses sur ses épaules qui sont lourdes. C'est s'encombrer de bagages Qu'on a du mal à délester, et puis qui, comme tu le disais, peuvent rester toute la vie, quoi. Moi, j'ai pu faire des accompagnements de fin de vie dans mon métier. Et il y a certaines personnes qui partent avec des bagages hyper lourds, et tu le sens, en fait. Il y a même pas besoin de leur dire. C'est des départs qui sont tristes et qui sont vraiment lourds en émotions. Et c'est ok quand même, je veux dire, moi c'était des femmes là dont je parle particulièrement. Elles avaient pas pu le dire pendant leur vie, elles ont fait ce qu'elles ont pu, mais ça aurait pu être tellement différent en fait. Après, c'était aussi des vieilles dames où c'était moins ouvert que maintenant, où la parole était moins facile, où il y avait encore plus de lourdeur, de secrets, etc. Et puis ça, j'y pense, ça me revient aussi dans les histoires d'inceste ou de violence sexuelle ou de violence intrafamiliale, tout ça. Moi, je trouve ça super aussi courageux pour les femmes qui parlent et les hommes, hein, parce que en fait, en parlant, ils cassent le cercle. Ils cassent cette espèce de répétition qu'il y a parfois dans les générations. Parfois, on se rend compte que dans certaines familles, il y en a une qui va parler, et puis finalement, on se rend compte que presque toutes les femmes de cette famille-là, elles ont été abusées, quoi. Et
c'est beau d'avoir le courage de dire stop, en fait. Parce qu'en faisant ça, ben, elle casse ce cercle malsain et qui fait du mal, quoi. En fait, libérer la parole, c'est se redonner le pouvoir. Clairement. Clairement, et puis ça, on le voit vraiment chez les jeunes, quoi. Chez les jeunes et chez les adultes, hein, que j'ai pu accompagner, c'est plus du tout la même posture. Alors là, j'ai dans ma mémoire une jeune fille, je me rappelle plus du tout de quoi on avait parlé, mais je l'ai revue, je sais pas, 1 mois après, 2 mois après. Et en fait, non, je l'ai revue bien, ça y est, ça me revient. C'était aussi des violences sexuelles chez cette jeune fille. Et je l'ai revue 1 an après, il y avait tout un travail qui a été fait, une prise en charge aussi extérieure. Et en fait, je l'ai pas reconnue, quoi. Physiquement, je l'ai pas reconnue. Et et je lui ai dit, je l'ai valorisé en disant: «Mais c'est fou comme t'as pu changer, comme t'es souriante, comme t'es solaire, comme tu te présentes de manière affirmée en entrant dans ce bureau, en t'exprimant face à moi». Je dis: «T'es plus la même, quoi». Et ouais, c'était assez fou, ça. Et c'était la parole. Et c'était la parole. Ouais, elle a lâché un secret à un moment donné, et puis derrière, elle a accepté un accompagnement. En fait, c'est ça, c'est parler, c'est se permettre de se connecter à ses émotions, en fait. Mmh. C'est se permettre de prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, de quels sont nos objectifs, nos besoins et de participer activement justement à la prise de décision concernant notre propre vie et de se dire aujourd'hui je suis une personne digne, je suis une personne importante et je me choisis. Je choisis d'avoir plus confiance en moi, de gagner en estime de moi-même et donc de me donner tout le pouvoir nécessaire pour avancer. Clairement, parler, ouais, c'est ça. Puis c'est oser dire non. Puis en fait, c'est dire non pour soi, mais c'est aussi dire non pour les autres femmes ou les autres hommes. Et du coup, c'est faire avancer tout le monde, quoi. Parce que tout le monde va bénéficier de cette ouverture, et c'est des prises de conscience qui deviennent collectives, donc ça fait avancer la société aussi. On a parlé des obstacles à cette libération de la parole, des avantages, je dirais, et ils sont nombreux. Mais en fait, le plus dur, c'est d'y arriver. Et comment on fait pour y arriver? Pour y arriver, il faut avoir confiance. Donc, c'est parfois difficile de mettre les personnes en confiance, parce que leurs histoires de vie ou le manque d'estime de soi fait que elles n'ont pas cette confiance-là en elles ou en l'autre. Chez les jeunes, c'est parfois en l'adulte, parce que l'image de l'adulte a été bafouée, en tout cas a pas sécurisé. Il y a une vraie notion aussi de manque de sécurité, hein, dans l'enfance et tout ça. Bref. Et du coup, la mise en confiance, alors parfois, moi, je peux voir les jeunes 3, 4, 5 fois, mais que pour faire du lien. C'est-à-dire, je sais qu'ils vont pas parler, mais on met en place une espèce de truc un peu fun, on discute, juste pour qu'ils se sentent bien, et puis à un moment donné, ça lâche. Et puis par contre, si ça lâche pas avec moi, c'est pas grave. En fait, il faut juste qu'ils aient quelqu'un vers qui aller. Nous, dans le cadre du lycée, ça peut être, je sais pas, ça peut être un prof, ça peut être la psychologue, ou ça peut être un pion, ça peut. Moi, je leur dis sinon, mais tu peux pas parler à tes parents, ok, mais t'as pas une grande cousine, t'as pas une grande tatie, avec qui tu te sens vraiment bien. Ah ouais, c'est vrai, Giel. En fait, il faut juste qu'il y ait quelqu'un. Après, il faut que cette parole, quand elle a besoin, il y a la notion de confiance. Je veux dire, on n'est pas là pour répéter. Après, quand c'est des choses qui sont graves, il faut quand même qu'on puisse le dire. Mais oui, c'est la confiance. Il faut créer un lien de confiance. Quand il y a un lien de confiance et l'affect qui est là, il y a quand même toujours un petit peu d'affect, hein, c'est là que c'est possible. Il faut créer un lien de confiance, de non-jugement, tu le disais, et accepter les émotions de la personne en face. Tu me donnais l'exemple de ce jeune qui, du coup, était peut-être maladroit dans son comportement, mais en fait, il y a aussi ça, peut-être. C'est vrai que quand on est adolescent, on est très intense, très souvent, et donc on a des émotions intenses, et on peut parfois se trouver face à des personnes qui nous disent «Oh, mais c'est bon, t'exagères», etc. Il y a aussi cette notion-là, d'accepter les émotions telles qu'elles viennent. Complètement. Ouais, d'accepter l'autre comme il est, quoi. Parfois, moi, en tant que moi, comme je te disais, je suis une maman d'ado de 16 ans.
comme tu disais, avec les hormones en pagaille, là où ça explose, tu sais pas quoi faire de ça. Et puis, c'est pas toujours facile en tant que maman d'écouter aussi ses enfants. On parlait d'affect tout à l'heure, mais en sortant de ses émotions à soi. Alors je parle de mes enfants, mais ça peut être aussi pendant que je suis en consultation avec un jeune. Parfois, il faut que je me recentre moi. Alors, je suis une professionnelle et du coup, j'ai appris à le faire. Mais c'est-à-dire qu'il y a certaines situations qui forcément vont me ramener à des choses miroirs de mon histoire et qui font faire monter des émotions, des sentiments, des souvenirs. Et parfois, je sens vraiment que les émotions, elles remontent aussi pour moi. Donc, c'est aussi prendre parfois une grande inspiration, reposer les choses et me mettre vraiment à l'écoute de l'autre. En prenant cette distance nécessaire et en me disant, OK, là, il a juste besoin d'être entendu. Parfois, j'ai rien besoin de dire. Il a juste besoin de déposer ses émotions à lui. Il a pas besoin que je le conseille. Il a rien besoin d'autre que juste de l'écoute, quoi. Ça, c'est très important ce que tu dis parce que et c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à le faire, en fait, et encore plus quand c'est des personnes à qui on tient, c'est qu'on a envie de les conseiller, on a envie de les aider et parfois, tout ce qu'ils veulent, c'est juste de l'écoute. Complètement. Ouais. Ça me fait penser à cette phrase qui dit que, justement, notamment les adolescents, quand ils parlent à leurs parents, quand ils se confient, ils ont juste besoin d'écoute et ils n'ont pas besoin de conseils et juste de soutien. C'est tout. Ouais, et puis il faut jamais oublier que les enfants, ils sont toujours dans un espèce de conflit de loyauté avec leurs parents. Il faut être loyal avec son parent. Ça, c'est quelque chose qui est, il faut. Ça veut pas dire qu'il faut, mais c'est quelque chose qui est ancré en nous. On est loyal avec son parent. J'allais dire quoi qu'il se passe la plupart du temps. Et on a toujours peur de faire du mal à nos parents, très souvent en tout cas. Et c'est vrai que si l'enfant, il arrive à parler avec ses parents dans cette neutralité-là, en se disant, OK, si je dis ça, ma mère, elle va pas être triste, mon père, il va pas être en colère. Donc vraiment de se mettre dans cette espèce de neutralité aussi parfois avec nos enfants, c'est important. C'est pas facile, Faut vraiment être en conscience pour réussir à le faire. Mais quand on y arrive, ça marche super bien. Et quand on n'y arrive pas, comment on fait? C'est vrai que en fait, je me dis, on y viendra après. Il y a aussi, justement, cet ado, enfin, peu importe la personne qui a envie et besoin d'être écoutée. Et du coup, comment on fait? Mais je me dis, voilà, moi, peut-être que demain je deviendrai maman et c'est pas évident. C'est le travail le plus compliqué du monde apparemment. Et comment on fait en effet pour réussir à être quelqu'un qui écoute vraiment activement? On n'y arrive pas. À chaque fois, tu parlais tout à l'heure de la pression de la société où il fallait être un peu parfait, tout ça. En fait, on échoue, Souvent, on n'y arrive pas. Mais c'est pas grave. Le truc, c'est de rester dispo derrière et c'est d'accepter que peut-être cette fois-là, on n'a pas réussi. Moi, ça m'arrive auprès des élèves ou auprès de ma famille ou auprès de mes fils de leur dire là j'ai pas été adaptée, quoi, j'ai pas réagi comme il fallait réagir, je t'ai pas écouté comme j'aurais dû t'écouter. Je suis désolée, j'essaierai de faire mieux, mais je suis humaine et puis je fais des erreurs. Et c'est pas grave de faire des erreurs, c'est juste que derrière il faut continuer à être présente, quoi. Est-ce que tu as des exemples justement, peut-être personnels d'une différence entre, voilà, là j'étais dans un cadre où vraiment j'écoutais et voilà le résultat, vs l'inverse? Clairement. C'était avec mon fils, qui était un peu plus jeune. Et il passait à un moment où c'était compliqué pour lui. Et je l'ai fait vraiment en conscience à ce moment-là, où je me suis replongée en tant qu'infirmière quand je travaillais en pédopsychiatrie, où là, c'était vraiment des cas qui étaient hyper compliqués, avec des jeunes qui allaient très très mal, où là, on se doit, si on veut le sécuriser, que ça monte pas en symétrie, c'est-à-dire il est énervé, je suis énervée, ça va monter. On monte pas en symétrie, et là, on se pose. Et mon fils avait besoin de parler. Et là, je suis rentrée dans la salle de bain avec lui, je me suis assise par terre et je me suis dit, OK, là, t'es pas maman, là, tu te mets en position d'accompagnante, quoi. Donc, je suis vraiment sortie de mes émotions en ayant un regard neutre. Et en fait, jamais il m'avait lâché des trucs comme ça. Donc là, ça a fonctionné. Et puis derrière ça, après, on reprend ce rôle de maman avec le câlin, avec l'affect qui va derrière. Et puis, de manière complètement opposée, avec quelqu'un de ma famille aussi, un de mes neveux. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que j'étais inquiète pour ma grande sœur et donc c'est le fils de ma sœur
Et il avait juste besoin d'être entendu à ce moment-là. Et en fait, j'étais tellement inquiète que j'ai pas eu les bons mots. Et ce qui fait que la relation, elle est perturbée actuellement. C'est difficile pour moi, mais je laisse du temps. C'est comme ça. J'ai fait une erreur. Peut-être qu'il devait passer aussi par là pour se mettre en colère et puis sortir d'autres choses. Et peut-être c'était son chemin aussi. Peut-être c'était notre chemin aussi à ce moment-là. Mais c'est ok. On verra. Mais en tout cas, je suis là. Je lui ai envoyé un petit mot pour m'excuser. Et puis j'ai espoir que ça revienne sur des meilleures relations. Le temps fait les choses aussi. Exactement. C'est un très bon contre-exemple et ça confirme un peu ce que tu disais en fait. Pour essayer d'accompagner quelqu'un qui a besoin de parler et qui a du mal, c'est vraiment sortir de ses émotions et prendre du recul et être vraiment dans un climat de je ne juge pas, je ne fais pas miroir et je suis à l'écoute. Complètement, parce qu'il faut se rendre compte qu'on a toutes et tous des normalités tellement différentes en fonction de comment on a grandi, dans quel cadre, des personnalités de nos parents, de l'endroit où on a vécu. Et vraiment, jusqu'à un certain âge, on a l'impression que notre normalité, c'est la normalité de tout le monde, quoi. Et du coup, il faut vraiment avoir conscience de ça dans l'écoute, c'est-à-dire que peut-être que la personne en face de nous, on était dans le même contexte, on a vécu la même situation, mais elle l'a tellement perçu différemment de nous que il faut, ok, mettons-nous nos émotions de côté parce que c'est les siennes là qui sont importantes à ce moment-là. Et c'est pas les mêmes que les nôtres, mais elles sont à entendre, quoi. Je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, c'est une phrase que j'avais pris en formation et qui résonne en moi depuis, c'est que tout est interprétation dans la vie. Complètement. Qu'il n'y a pas de réalité et que c'est exactement ce que tu dis, un même événement sera vécu de toute façon de deux manières différentes puisque nous sommes différents. Et c'est donc accepter que l'interprétation de l'autre personne ne soit pas nécessairement la même que nous. Il y a aussi cette notion, et donc ça touche à ça, c'est cette notion d'être différent d'eux. Parfois, on a du mal à parler parce qu'on se dit ouais, mais je sais pas, enfin je devrais pas réagir comme ça, je devrais pas être comme ça ou autre. Et donc c'est peut-être aussi encourager cette diversité, je dirais, et dire mais tant mieux si tu es différent ou différente. Complètement. Plus on développe l'empathie et plus on s'ouvre à plein de mondes différents, plein de personnalités différentes. Et puis c'est super riche en fait parce que du coup ça met plein de couleurs dans sa vie. Et ouais, l'empathie, c'est une vraie ouverture au monde en fait, à l'autre et au monde en général, ouais. À ces personnes qui ont du mal à communiquer, est-ce que tu as des conseils à leur donner pour réussir à le faire? Il y a plein de méthodes pour communiquer. C'est pas obligé de passer par la voix, par l'oral. En Polynésie, en plus, c'est compliqué. C'est pas un mode de communication qui est très usuel en fait. Hein. Ils ont pas tous, en tout cas, été appris à parler, à mettre des mots. Ce n'est pas culturel. Voilà. Mais il y a d'autres moyens. Il y a l'écriture. Moi, je propose souvent aux jeunes aussi de choisir des morceaux, de la musique qui leur parle particulièrement, le chant. Je veux dire, ici, ils adorent la danse. Ils peuvent passer aussi par la danse. Il y a plein d'autres méthodes, mais il faut trouver la sienne, quoi. C'est ce qu'on appelle un peu l'art-thérapie. C'est vrai que l'art, dans sa diversité, encore une fois, et dans sa globalité, dessiner, peindre, chanter, danser, fait beaucoup de bien parce que c'est un moment qu'on prend pour soi, pour s'exprimer, en fait. Oui, et puis ça développe, on se rend compte, quand on se met un peu dans ces moments parfois on va tenir des groupes de parole, on fait juste des temps d'échange, des choses comme ça. Et en fait, la créativité, quand on laisse un peu cette énergie-là d'être ensemble et puis d'être dans un moment de non-jugement, de bienveillance et tout ça, la créativité, elle est folle, en fait. Ça part dans tous les sens, c'est beau, donc, et les jeunes, ils sont hyper créatifs. Quand tu leur laisses un peu la liberté de faire des choses, c'est génial, quoi. Et ça me fait dire que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas le droit d'être créatif aussi. Bien sûr. Parce que c'est en effet libérateur et donc trouver son activité plaisir, c'est pas toujours évident, encore plus quand on est adulte, je pense, parce que on a notre vie du quotidien, etc. Mais en effet, il y a un réel avantage à trouver ce qui nous fait du bien, quoi. Complètement. Ouais.
Est-ce que tu as d'autres exemples, d'autres idées Pour permettre d'ouvrir la parole. Je suis en train de me dire que parfois on n'arrive pas à parler en face à face, en direct, hein. Donc en effet, il y a des associations qui existent en fonction des problématiques. Je pense à ça. Nous, on a parfois des jeunes, qui sont en vrai mal-être. Donc il y a l'association SOS Suicide, qui existe pour être là dans les moments de crise où ça va très mal. Donc, il répond par téléphone. Il y a d'autres associations en fonction des différentes difficultés. Je sais pas, je pense à l'association pour le cancer du sein, par exemple, quand il y a une maladie qu'elle a et puis c'est hyper difficile d'en parler. C'est Amazon, exactement. Et puis Amazon, elle est là aussi pour l'entourage. Il y a quelque chose que j'ai pas abordé, je suis en train d'y penser parce qu'il y a une association qui est là aussi pour tout ce qui est l'entourage des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. La santé mentale, enfin en tout cas le trouble psychique, il est encore assez mal perçu, hein. Et aussi de pas parler, parfois on parle pas parce qu'on a peur de passer pour un fou, quoi. Parfois on va pas chez le psychologue parce qu'on a peur de passer pour un fou. Et ça c'est encore hyper ancré ici, on l'entend hyper souvent. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus. Il y a une vraie évolution à voir là-dessus. Sur ça, quoi. C'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est fou, en fait. On va voir un psychologue parce qu'on a envie d'avancer dans la vie, parce que on n'arrive pas soi-même à trouver des solutions, et que cette personne-là, en fait, elle est juste là pour t'écouter, t'aider. Parfois, elle te conseille même pas, mais elle est juste là pour t'aider à avancer, quoi. Et ouais, voilà, ça me tient à cœur aussi parce que la vision de la santé mentale de l'hôpital psychiatrique, elle est hyper faussée, et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est des maladies comme les autres. Et ce regard-là un peu sombre sur cette maladie, ça fait fermer les voies. Ça empêche les gens de parler, ça c'est sûr et certain. Je te rejoins aussi sur les associations qui existent. Tu en parlais, tu disais tout à l'heure, parfois c'est pas à moi qu'on va se confier, c'est pas grave, c'est ok. En fait, c'est ça aussi, tout qu'on fait dans cette démarche-là, dans la démarche de se libérer, c'est de trouver la bonne personne. C'est pas toujours évident. Trouver la bonne méthode et trouver la bonne personne. Ce sera pas forcément la bonne personne du premier coup. Exactement. T'as raison, ça, de le souligner, parce que en effet, c'est important, et parfois il faut du courage, parce qu'on a réussi à parler une fois, et puis en face, il n'y a pas eu le résultat qu'on voulait. Et du coup, il va falloir retrouver du courage pour parler une deuxième fois, et peut-être parfois parler une troisième fois. Et parfois, c'est hyper compliqué parce qu'il faut répéter, Mais restez courageux parce qu'il y aura toujours quelqu'un au bout qui va vous entendre, quoi. Et trouver cette personne qui justement est prête à vous entendre. On me disait, j'aime bien cette notion de devoir rester à tout prix loyal envers la figure parentale notamment. Si vous ne le retrouvez pas, c'est pas grave. En fait, il y a d'autres personnes, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on a tendance à vouloir se diriger, et tout le monde n'a pas les mêmes relations avec ses parents notamment. Donc continuer d'être courageux, et c'est être courageux, comme tu le disais, de vouloir faire avancer les choses pour soi, quoi. Clairement, ouais. Si je devais un petit peu faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, ce que je retiens, c'est notamment l'importance donc de l'entourage pour une personne qui aurait besoin de parler, et en tant que personne de l'entourage aussi, se rendre compte et réussir à laisser la place à cette personne, se rendre compte aussi des signes, parce que parfois on le voit, on n'est pas sûr, et puis on laisse passer en se disant tout qu'on fait, peut-être que c'est moi, mais tendre une perche, c'est jamais trop, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, en effet, parfois l'enfant il va pas avoir envie de parler aux parents, et puis le parent il a repéré que c'est pas comme d'habitude, quoi. L'enfant est un peu plus réservé, un peu plus triste, un peu moins vivant, ou en colère, etc. Donc toujours de pouvoir dire j'ai observé que je te sens un peu triste, si t'as besoin je suis là, et si c'est pas avec moi, ta tati, t'as les parents de tes potes, ok pour que t'ailles voir quelqu'un d'autre, quoi. Mais j'ai vu que ça allait pas, et j'aimerais que tu puisses l'exprimer. Et je te le montre, comme ça tu le sais. Complètement. Comme ça, si à un moment donné il veut revenir vers moi, que ce soit même pas pour la parole, mais pour un câlin ou pour autre chose, il sait que c'est faisable, quoi, c'est possible.
Avant de conclure sur cet épisode et justement de faire un petit récap de tout ce qu'on s'est dit, je te propose un petit exercice. C'est un exercice de vrai ou faux. L'idée, c'est que je te donne des phrases et tu me dis si selon toi elles sont vraies ou elles sont fausses. La première, elle est très simple. Parler de ses émotions, c'est être faible. C'est faux. Je crois que vous l'avez compris, ou en tout cas sinon, il faut réécouter l'épisode. C'est ça. C'est faux. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est vraiment oser s'affirmer. C'est que du courage en fait, quoi. Ouais. C'est oser aller mieux aussi. C'est oser. Décider. C'est décider, c'est prendre sa vie en main aussi pour comme tu le dis, oser aller mieux et avancer, quoi. J'aime bien cette notion et tu me disais, c'est toi d'ailleurs qui l'as trouvée et ce sera notamment le titre de cet épisode, c'est se redonner son pouvoir, enfin retrouver son pouvoir. Ouais. C'est reprendre sa vie en main, j'ai l'impression. Souvent, ça me revient juste, c'est quand là j'ai des femmes que je revois, des jeunes femmes, quand elles ont lâché le gros morceau qui devait sortir, il y a une espèce d'inspiration derrière de ok, comme si c'était une nouvelle vie qui allait commencer. Et ça, c'est juste génial. Parfois, je me retiens de pleurer quand elles livrent des choses qui sont difficiles parce que je garde ma posture professionnelle. Et puis, parfois, je me dis, mais en fait, ça peut aussi être des larmes de reconnaissance envers ce courage et envers ce qu'elles viennent d'oser faire, quoi. De les remercier pour ce moment qui est beau, qui va leur faire du bien, puis qui fera du bien à tout le monde aussi. C'est important ce que tu dis encore une fois. Tout ce que Merci. tu disais de toute façon. Mais c'est vrai que quand les gens se confient à nous, parfois c'est pas évident et ça nous renvoie à nos propres émotions, tu le disais. Mais c'est beau. C'est beau en fait de voir ce qu'on est capable de surmonter, de vivre en tant que humain, en tant que jeunes humains, jeunes adolescents et bravo aussi pour ce que tu fais parce que ben justement tous ces jeunes s'ils y arrivent, c'est aussi parce que tu es là pour les écouter. Merci. J'y arrive pas toujours, mais je fais du mieux que je peux et j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai une autre phrase justement qui parle de vulnérabilité, qui dit que bah, c'est normal de se sentir vulnérable quand on parle de ses émotions. Bien sûr, c'est normal. Et puis on a abordé tout à l'heure un sujet, pas un sujet, un terme, des sentiments ou des émotions négatives. Et moi, j'aime pas dire émotions négatives ou sentiments négatifs parce que j'interprète par là que c'est certainement la colère, la peur, la tristesse, des choses comme ça. Pour moi, il y a rien de négatif en fait dans tout ça. C'est juste des émotions qu'on doit aller à un moment donné chercher, qui sont là en nous et qui seront là toujours à certains moments de notre vie. On ne sera jamais 100% heureux pendant 10 ans. On va passer par différentes étapes. Et puis la tristesse, la colère, la peur, elles sont là et c'est ok aussi, quoi. On a le droit d'y aller et c'est ce qui fait que derrière on remonte aussi plus vite et plus fort, quoi. Donc voilà. Donc oser être vulnérable. Oser être vulnérable. Une petite dernière. Ouvrir la parole peut réellement améliorer votre santé mentale. Ah, clairement, parce que ne pas réussir à ça me fait penser à quelqu'un qui disait ça. Donc je répète des mots, ce n'est pas moi qui les ai dit. Tout ce qui ne se dit pas s'imprime. Et ouais, je pense que ce qui ne se dit pas, ça s'imprime dans notre corps, dans nos cellules. Et à partir du moment où ça sort, ça s'exprime et ça sort de notre corps, quoi. Je vais reprendre cette phrase par laquelle j'ai commencé l'épisode qui dit que les mots peuvent ouvrir des portes que nous pensions être fermées à jamais. Donc, ouvrez les portes, exprimez-vous, parce que parler, c'est aussi se redonner son pouvoir et créer cette indépendance émotionnelle, créer cette volonté d'aller mieux et de faire ses propres choix. C'est sûr que c'est pas évident. C'est plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. C'est sûr. Mais oser en tout cas trouver les bonnes personnes pour réussir à le faire. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter à cet épisode? Je crois non, je crois pas. Je crois que c'était assez
assez large, on a abordé plein de thèmes. Mais voilà, c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur à ce moment de ma vie, personnelle et professionnelle. Donc merci de m'avoir invité à partager ce moment avec toi. Et merci pour votre écoute. Merci à toi pour m'avoir proposé ce sujet, parce que c'est justement toi qui as eu l'idée de ce sujet que je trouve passionnant et si important. Et bien sûr, pour finir sur une note un peu plus légère, j'ai une petite question à te poser. Oui, dis-moi. Ce sera la fin de notre épisode. Si tu pouvais avoir une conversation avec n'importe qui, de vivant, de mort, peu importe, n'importe qui, fiction, pas fiction, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi? C'est très drôle que tu me poses cette question. Ce serait une ancienne amie, une amie avec qui je me suis fâchée et où la communication est complètement rompue parce qu'elle n'a pas envie. Et en fait, pour moi, c'est très compliqué parce que moi, j'aime communiquer. Mais il faut aussi que j'accepte parce qu'on est tous différents. Donc, c'est sa manière à elle de communiquer avec moi. Voilà. Merci pour cette petite part de toi. Et merci pour ton temps, encore une fois, pour ce sujet. J'espère qu'il vous parlera autant qu'il nous parle à nous. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. Au revoir. Merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouille Podcast.